Imaginez, mêler histoire vraie, thread et paranormal. Toutes des histoires plus effrayantes que les autres. Ça vous dirait? Si je vous disais qu'on retourne aux essences même de cette chaîne aujourd'hui, mais toujours dans un format plus détente et toujours aussi effrayant. Oui, aujourd'hui je vous raconte les pires threads d'horreur qui m'ont été sélectionnés. Et vous savez quoi? Je vais les découvrir en même temps que vous. Vraiment, comme si je vous racontais l'histoire et que nous étions ensemble et que on la découvrait ensemble quoi. Il va y avoir différents thèmes pour tous les goûts, ne vous inquiétez pas. Et on commence fort par l'un des threads les plus longs et potentiellement l'un des plus terrifiants. Pour commencer, c'est l'histoire de Evan, et aujourd'hui, il a réussi à franchir le cap sur les conseils d'un ami. Celui-ci a réussi à le convaincre d'utiliser son compte Reddit pour parler des deux histoires étranges qu'il a vécues avec des personnes vraiment flippantes à l'époque et qui l'ont marqué. Aujourd'hui, ayant réussi à rassembler son courage, il va se concentrer sur la première d'entre elles, la plus récente et sûrement, apparemment, la moins pire des deux. Il va maintenant nous planter un peu le décor de cette histoire sordide, placée sous le signe de la malchance la plus dingue que pouvait lui envoyer l'univers à ce moment-là. Tous les noms employés dans cette histoire seront donc modifiés. Nous sommes le 27 juillet 2018. Il se rend à l'anniversaire d'un ami qui habite à environ une quinzaine de minutes en voiture de son domicile. À ce moment-là, il est chez ses parents et ceux-ci ont pris des vacances pour se ressourcer, le laissant avec pour seule compagnie Shanna, son chien, une femelle bouvier bernois. Il se prépare donc pour aller à cette soirée, veille à ce que Shanna ait à boire et à manger et que toutes les entrées soient fermées avant son départ. Sur le trajet, il s'arrête pour prendre son ami Carl, qui habite à seulement 2 petits kilomètres de chez lui, soit environ 3 minutes, et ensemble ils partent en direction de l'anniversaire de leur ami Jean. Il doit être environ 19h quand ils arrivent chez lui. Pour faire très simple, l'anniversaire se passe jusqu'à 21h, et il réunit la plupart de leurs amis d'enfance et de lycée. Au bas mot, ils sont environ une douzaine. Ils passent la plupart du temps à fêter l'anniversaire de leur ami, chose normale, mais il faut aussi comprendre que ce sont des gens qu'il voit très rarement dans sa vie quotidienne. Généralement, il se voit tous les mois quand les conditions sont favorables. À l'époque, il n'avait alors pas vu ses amis depuis environ 6 mois à cause d'un événement personnel qui l'avait chamboulé, et il était extrêmement heureux d'avoir pu rejoindre cette petite soirée. Les discussions s'enchaînent donc de manière fluide, comme s'ils s'étaient vus la veille, et finalement arrive la fin de la soirée. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Il est alors 21h et son ami Jean informe l'ensemble des invités qu'il souhaite continuer la soirée en allant manger quelque part. À cet instant-là, Evan est vraiment très peu motivé par l'initiative, comme la plupart des autres invités, mais rapidement, il consent à faire un effort pour Jean. Il s'organise donc pour faire le voyage à plusieurs et ne pas prendre 12 voitures différentes, avec pour destination un McDonald's situé à environ 25 km de la maison de son ami. Evan décide de prendre sa voiture, de manière à ne pas devoir compter sur quelqu'un d'autre pour le ramener chez lui, ne voulant pas laisser Shanna enfermée trop longtemps. Carl et Edgar, un autre ami, décide de monter dans sa voiture et ensemble ils se rendent donc toutes et tous au McDonald's. À cet instant précis, Evan n'a vraiment aucune idée de l'heure, il est vraiment dans l'euphorie de la soirée. Les mois précédents ont été particulièrement durs pour lui et l'ont peu à peu forcé à se renfermer sur lui-même, alors ce moment, ça lui fait du bien. Le repas passe assez vite et Jean se lève de table, enjoué, et les invite à le suivre jusqu'à une boîte de nuit, qui cette fois-ci n'est pas vraiment à côté. De leur position actuelle, la boîte de nuit se trouve à 30 km, soit 25 minutes de trajet. Sauf que Evan calcule rapidement dans sa tête, par rapport à la maison de ses parents, 40 km, soit 32 minutes, sans compter qu'il doit ramener Carl. Pour lui, la décision est vite prise, il n'ira pas en boîte. Dans un premier temps, car ce n'est vraiment pas un endroit qui renferme des souvenirs agréables pour lui, et dans un deuxième car il était fatigué et que la perspective de faire un trajet assez long sur le retour ne l'enchantait pas, surtout qu'il faisait bien nuit. La plupart des gens semblent étonnés par son choix, surtout Jean qui insiste pour qu'il vienne, mais Evan n'a vraiment pas envie d'aller à l'encontre de son idée. N'étant pas non plus très en phase avec la proposition, Carl et Edgar décident de venir avec lui pour rentrer. Evan est donc dans sa voiture, Edgar est assis à la place passager et Carl, légèrement plus fatigué que les autres, est allongé à l'arrière. Durant le trajet, Edgar, qui habitait au même endroit que Jean, décide que pour économiser l'essence et ne pas le fatiguer, il dormira chez Carl et qu'ils verront demain pour s'organiser afin que Edgar rentre chez lui. Le trajet se passe tranquillement, il raconte beaucoup de bêtises, probablement à cause de la fatigue. L'ambiance à l'intérieur est plutôt calme, il parle à voix basse et le débit de parole vient à rapidement se tarir à mesure qu'ils avancent vers la maison de Carl. Pour expliquer très vite la configuration, Carl habite dans un village très proche du domicile des parents d'Evan. Il y a une petite ligne droite, un virage, une grande ligne droite en côte,
un virage et enfin une petite ligne droite d'environ 100 mètres qui mène au niveau du panneau d'entrée du village, où se trouvent derrière 2 bennes à ordures. Une fois ce panneau passé, ils avancent sur quelques dizaines de mètres qui mènent à un tout petit rond-point et ensuite à la maison de Karl qui est littéralement juste à la deuxième sortie du rond-point, en plein milieu de la place du village. À ce moment-là, Evan nous explique qu'il est exténué. Ils sont alors sur la dernière et grande ligne droite avant de prendre le virage qui mène au panneau d'entrée du village. Ces deux amis sont dans un état similaire au sien, à la limite de s'endormir pour Karl, mais un détail va attirer l'attention de toute la voiture, et pas des moindres. Ils voient des phares de voiture briller après le virage. Pas en position de feu de croisement, mais bel et bien en position de feu de route, donc qu'ils voient de loin. S'engageant dans le virage, il commence à ralentir pour se mettre à 50 km/h environ et préparer son entrée dans le village et son ralentisseur. Ils sortent du virage et ils font face à la voiture, immobile, sur le côté droit, donc sur leur côté. Les phares étant tournés en plein dans leur tronche, sa première pensée est de drastiquement ralentir pour se mettre à 10 km/h. Instinctivement, il pense au pire, un accident ou simplement que le conducteur est bloqué dans le fossé et donc il s'arrête au milieu de la route. Il voit alors une banale voiture, un C15 blanc, ses phares éclairant encore leur tête. Il ne voit pas bien, mais il y a quelqu'un qui est assis sur le capot, une sorte de silhouette sombre à cause de la lumière. La silhouette est assise sur le capot de sa voiture comme quelqu'un qui serait assis au bord d'une piscine, totalement serein. Evan parvient à distinguer que c'est un homme qui se situe dans la trentaine, des cheveux courts noirs, tout comme l'épaisse barbe qui recouvre la partie inférieure de son visage. C'est pas moi. Hein. Il est torse nu malgré la fraîcheur du soir, dans un short noir étrangement sale, et à ses pieds, il a une paire de Vans. Edgar descend la vitre de son côté et commence à demander à la personne si tout va bien, s'il a besoin d'aide ou non. L'homme descend alors du capot de sa voiture, avance silencieusement vers son ami qui l'interpelle, et c'est alors qu'Evan croise le regard de l'individu. Evan voit quelque chose à l'intérieur de ses yeux, et malgré le mètre qui le sépare d'Edgar, et pour la seconde fois de sa vie, son instinct lui hurle qu'il fait face à un danger. D'une main, il remonte la vitre passager d'Edgar, de l'autre, il passe la première sur sa voiture et il fait lentement avancer celle-ci sur la route pour s'éloigner lentement de cet individu flippant, toujours en gardant son regard dans le rétroviseur pour veiller à sa réaction. « Il était vachement bizarre ce gars !» lui lance alors Edgar en regardant à son tour dans le rétroviseur. « C'est vrai quoi, qu'est-ce qu'il faut à moitié à poil dans un coin aussi perdu ? Les gars, on lui demande si ça va, s'il est en panne et tout, et il nous a même pas répondu !» ajoute Karl, légèrement plus réveillé que tout à l'heure. Ils ne sont alors littéralement qu'à 30 secondes d'atteindre la maison de Karl. Ils ont simplement à passer le ralentisseur, le rond-point, tourner sur la place et les déposer devant le pas de la porte. Et durant ce laps de temps très court, ses amis soulèvent interrogation sur interrogation, tandis que le regard de Evan reste braqué sur le C15 blanc qui ne bouge pas. C'est alors que Karl, dans l'euphorie du moment, lance une blague qui sur le coup les fait beaucoup rire, mais qui désormais sonne beaucoup moins fun. Vous comprenez pourquoi ? S'il faut, il était en train de balancer un cadavre dans la poubelle. Finalement, Evan se gare sur la place. Karl et Edgar descendent de sa voiture, ils discutent quelques minutes le temps qu'il termine la cigarette qu'il avait allumée, et ils se disent au revoir. Evan remonte dans sa voiture, et l'idée de devoir repasser devant cet individu pour rentrer chez lui sonne de plus en plus comme une idée de merde. N'ayant pas envie de faire un détour équivalent à 15 minutes pour rentrer chez lui et se persuadant que tout ceci n'est que le fruit de son imagination, il démarre sa voiture, signant ainsi la plus grosse erreur de sa vie. Il quitte la place, s'engage dans le rond-point et sans surprise, l'homme et son C15 sont encore là. À un détail près. Les portes arrière de son véhicule sont ouvertes, de même que le couvercle d'une d'ébène, et il le voit jeter un petit sac poubelle blanc, grand comme ceux des poubelles de bureau. Puis un deuxième, puis un troisième. Il faut que vous compreniez une chose à ce moment-là, son corps agit par lui-même, là où son esprit est complètement atterré par la situation surréaliste se jouant devant lui. Il se dit « c'est pas possible, t'es en train d'halluciner Evan, t'es en train de baliser sévère même ». Et il s'engage donc sur le ralentisseur. Il voit alors l'intérieur de son C15 qui est rempli d'encore une dizaine de sacs similaires. Leurs regards finissent par se croiser, il s'écoule à peine quelques secondes, sa voiture ralentit et il voit l'homme hurler de rage comme un fou. L'homme expédie le sac qu'il tient dans ses mains dans la benne à ordures et referme vite ses portes arrière. Sans perdre une seconde, Evan enfonce son pied sur l'accélérateur et tombe les rapports les uns à la suite des autres. Il passe le virage, monte jusqu'à 130 km/h sur la longue ligne droite, puis il passe finalement le second virage, mais il le voit toujours au loin.
Il arrive finalement devant la maison de ses parents, il tourne dans le petit chemin qui mène au parking, il éteint ses phares, le moteur, et il baisse son siège sans réellement réfléchir. Il se met alors à rigoler doucement, n'en revenant pas de la stupidité de son action, et il se dit comme un idiot qu'il a vraiment pété un câble et qu'il s'est cru dans un film d'action. Il se dit qu'il a vraiment eu la trouille de sa vie à cause de la blague de Karl et qu'il aurait probablement rigolé en le voyant faire. S'il faut, ce type était complètement ivre ou défoncé au cannabis. Il balançait des choses un peu illégales et il a juste voulu le faire flipper. Mais même si son cerveau essayait de rationaliser en comblant les manques, ses tripes, elles, étaient formelles. Il y avait beaucoup trop de coïncidences pour que ça soit anodin. Il s'écoule une dizaine de secondes avant qu'il ne voie des phares pointés depuis le virage. Mais il a largement le temps d'attraper son téléphone et de composer le numéro d'Edgar que la voiture du gars arrive au niveau de la maison de ses parents. Petite précision, la ligne droite qui part chez ses parents et que le gars allait emprunter, s'il continuait sa route, se termine en forme de Y. Le bas du Y étant la route menant au village et chez Karl. Les deux parties du haut étant deux routes distinctes, bien que celle de gauche dispose d'un panneau stop. Il s'attendait vraiment à ce qu'il prenne la route de droite pour continuer tout droit. Mais au lieu de ça, il a non seulement pris la route de gauche, mais il s'en est servi pour faire demi-tour et s'arrêter au panneau stop. Evan est alors totalement tétanisé. Il est dans sa voiture, dissimulé au mieux, et il voit l'homme sortir de sa voiture en hurlant. Il semble complètement fou de rage. Il claque violemment sa portière, donne un coup de pied dans son véhicule, poussant de temps en temps un hurlement, et d'un coup, il s'en prend à un panneau à côté de lui et se lance dans un déferlement de coups contre le poteau. Evan est totalement abasourdi par la scène. Edgar a répondu à son téléphone à ce moment-là et Evan a été très bref. Le type des poubelles vient de me courser jusqu'à chez moi. Ils ont pu échanger 2-3 phrases difficilement, il balbutiait énormément, parvenant peu à calmer le flot de pensées et d'inquiétudes qui tambourinaient dans sa tête. Et alors qu'il pensait que la situation ne pouvait pas être pire, l'univers lui a encore fait une faveur en empirant celle-ci. Le type venait de se calmer et son regard était dirigé vers Evan. Il avait probablement dû reconnaître sa voiture et il s'avançait lentement vers lui. Petite aparté mais importante pour comprendre la psychologie et pourquoi Evan a quelque chose dans sa boîte à gants. Quand il était petit, ses parents ont eu un accident de voiture qui a fait se retourner celle-ci sur le toit dans un fossé. Son père était bloqué à cause de sa ceinture de sécurité et sa mère avait réussi à s'extraire de la voiture en s'éclatant le pied pour ouvrir la porte. Suite à cette mésaventure, ses parents lui ont conseillé d'avoir un couteau dans sa voiture. Vous savez, le genre de couteau qui permet de casser la vitre avec le pommeau et tout. Et pour couper sa ceinture si jamais il devait s'extraire rapidement. Il ne saurait donc pas nous dire si ce qui va suivre était du courage, de l'inconscience, de la rage ou quelque chose d'autre. Il nous laisse en juger. Toujours est-il qu'il se sentait acculé. Et sans réfléchir, son cerveau a basculé en mode instinct. C'est probablement ce qui l'a poussé à ouvrir sa boîte à gants, saisir cette arme de fortune, se planter devant sa voiture, le couteau dans une main et le téléphone dans l'autre. Il a hurlé qu'il était en ce moment même au téléphone avec la police, qu'ils étaient en chemin et qu'ils pouvaient soit décider de partir, soit d'attendre, mais qu'ils embarqueraient lui et Evan car ils n'hésiteraient pas à le planter. Il tremblait comme une feuille, sa voix était à la fois déterminée mais aussi couverte de stress. Il se demande encore comment il faisait pour tenir debout sérieusement. Il pense qu'il était tellement apeuré et sous le coup de la pression qu'il a dû se voir désespéré et qu'il n'avait donc plus rien à perdre. Le temps s'est comme figé. Ils se sont dévisagés quelques secondes, puis l'homme a finalement foncé vers sa voiture, disparaissant dans la nuit. Evan s'est écroulé au sol, adossé à sa voiture. Il a difficilement réussi à s'allumer une cigarette, il a dû s'y prendre 5 fois avant d'y arriver, et il s'est mis à rire et à pleurer en même temps. Edgar et lui ont finalement raccroché une fois qu'il était calmé. Le lendemain, il est allé faire une déposition à la police, mais sans grand espoir que ce malade soit retrouvé. Il n'avait qu'une vague description de lui, de son véhicule, et aucune plaque pour étayer sa plainte. Il a quand même parlé aux agents des poubelles, car il voulait savoir ce qui pouvait pousser quelqu'un à pourchasser un illustre inconnu jusqu'à chez lui, puis il est rentré légèrement soulagé. Finalement, aucun corps n'a été retrouvé, rien d'illégal. Du coup, encore aujourd'hui, même s'ils en rigolent avec ses potes, ils se demandent ce que lui voulait ce type, et ce qui se serait passé s'il s'était arrêté avec ses amis. Pfiou. Alors, vous en pensez quoi ? Un malade qui aurait fait du mal à Evan ou simplement un drogué qui avait pété un câble ? Je ne sais pas, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, cette vidéo est loin d'être terminée, et on passe maintenant à une histoire beaucoup plus courte et sur un tout autre thème.
C'est l'histoire de Antoine et il va nous raconter quelque chose qui lui est arrivé quand il était gamin. C'était un soir de semaine et il se souvient encore de chaque détail comme si c'était hier. Il était dans sa chambre tranquille en train de lire un livre avant de s'endormir. Tout à coup, il a entendu des bruits bizarres venant du coin de sa chambre. Au début, il a pensé que c'était juste des bruits normaux. Vous savez, les vieilles maisons font souvent des bruits étranges. Mais ça continuait de plus en plus fort et c'était de plus en plus effrayant. Il s'est redressé dans son lit, la gorge nouée par la peur. Et c'est là qu'il l'a vu. Une silhouette sombre, juste au pied de son lit. Il avait l'impression que son cœur allait sortir de sa poitrine. C'était comme un fantôme tout droit sorti d'un film d'horreur, les yeux brillants dans l'obscurité. Il a essayé de crier, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Il était tétanisé. Mais au lieu de ça, il a trouvé le courage de lui parler, et devinez quoi, il s'est avéré que c'était le fantôme d'une petite fille. Mais ce qui était vraiment terrifiant, c'est qu'elle a parlé d'une manière si étrange, avec une voix presque inhumaine, comme si elle était habitée par quelque chose de sinistre. Elle lui a dit, d'une manière qui lui a glacé le sang, qu'elle reviendrait un jour pour prendre ce qui lui revenait. C'était comme si ses paroles étaient empreintes d'une malice sombre. Et même maintenant, ça lui donne des frissons, rien que d'y penser. Aujourd'hui, il se demande souvent quand elle reviendra, et pour prendre quoi. C'est une question qui le hante, même après toutes ces années. Et vous croyez au paranormal? Ou était-ce simplement peut-être ce qu'on appelle une terreur nocturne? Moi je ne sais pas et ça me fait flipper. Et selon vous, une petite fille démoniaque peut-elle vous rendre visite la nuit? Ou peut-être que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Ah, et n'oubliez pas aussi de vous abonner, ça m'aide énormément et c'est gratuit. Et vraiment, les 10 000 abonnés, on en est à ça. Rien du tout quoi. Alors let's go. Et sur ce, on continue nos petites histoires terrifiantes. C'est l'histoire d'un homme qu'on appellera Adrien, comme il n'a pas donné de nom, et il poste cette histoire vraie qu'il a vécue avec ses amis l'année dernière, quelques jours avant Halloween, et qui les a pour le moins traumatisés. Pour une mise en contexte, ils vivent dans un petit village du sud de la France, entouré de vignes et de petits chemins de terre. Ce soir-là, ils fêtaient le 16e anniversaire de l'un d'entre eux. La soirée se déroula normalement, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'ennuyer. Il y avait un petit parc non loin de là, il leur suffisait simplement de sortir de chez lui et de marcher tout droit sur environ 1 km dans un petit chemin non éclairé. Alors, ils y allèrent à 7. Arrivés au dernier lampadaire du chemin, il faisait extrêmement sombre et 4 d'entre eux prirent la décision de faire demi-tour. Alors, lui et ses 2 amis restants s'équipèrent de flashs de leur téléphone afin de s'éclairer le chemin. Il faisait froid, un léger vent leur tapait dans le dos et ils n'y voyaient pas à plus de 3 mètres. Avant d'arriver au parc, ils savaient qu'une vieille caravane abandonnée se trouvait sur le chemin depuis toujours. Comme elle était recouverte par la végétation, elle était à peine visible de jour. Ils n'y prêtèrent donc pas attention et continuèrent leur chemin, car ils insistent sur le fait que celle-ci est à l'abandon. Mais tandis qu'il marchait derrière ses 2 amis, il remarqua alors une infime lumière provenant de l'intérieur de la caravane abandonnée, une sorte de lumière de bougie. Il n'a pas réalisé directement ce qu'il voyait, mais après quelques minutes, il s'arrêta et appela Max et Mathis qui l'accompagnaient et leur dit « Hé, vous avez vu la lumière vous aussi ou j'ai rêvé ?» Ce à quoi Max lui répondit « T'as dû rêver, c'est à l'abandon depuis toujours ici. » Sûr de lui, il leur dit de faire demi-tour pour aller vérifier. Et une fois devant, il y avait bel et bien de la lumière qui émanait des vitres poussiéreuses de la caravane. Étonné, Mathis s'avança vers elle, mais avant qu'il n'arrive à quelques mètres d'elle, la porte s'ouvrit et une lumière aveuglante surgit. Étant tous aveuglés, ils entendaient des pas lourds s'approcher d'eux. Ils partirent bien sûr en courant de toute leur force pour rejoindre l'autre partie du groupe qui était restée chez Maxence. Ils sont finalement arrivés, sans le moindre problème, mais les autres ne voulaient pas les croire malgré leur état de panique dans lequel ils étaient. Alors Mathis et lui, voulant prouver leur honnêteté, ont pris la décision d'y retourner avec un vélo 2 heures après. Il était donc environ 3 heures du matin. Une fois arrivés à une dizaine de mètres de l'endroit où ils avaient été terrorisés quelques heures plus tôt, ils restèrent fixes à observer cette caravane. Mais rien ne se passait. Impossible de prouver ce qu'ils avaient vu auparavant. Alors ils rentrèrent chez Max pour continuer la soirée. Aux alentours de 6 heures du matin, ils réabordèrent le sujet et arrivèrent à convaincre tout le groupe d'y retourner pour prouver ce qu'ils avaient vu. 2 d'entre eux, Igari et Maxence, restèrent sous le dernier lampadaire qui éclairait le chemin, car ils avaient trop peur de continuer. Cette fois-ci, ils savaient ce qui pourrait éventuellement se passer, alors ils étaient équipés pour se battre. Ils étaient munis de cutters, couteaux, ciseaux, d'un vélo, et Adrien, lui, d'un panneau stop rouillé et tranchant. C'était peut-être un peu disproportionné, mais bon. Il n'était alors que 5. Mathis, Cameron, Ewan, Joe et lui. Sachant que, à part ceux qui étaient là, à la première mésaventure, aucun ne les croyait.
Mais pensant que c'était une blague, ils rentrèrent dans le jeu. Environ 5 mètres de la caravane régnait un silence de mort. Un silence glaçant de leur côté et de celui de la caravane. Quand tout à coup, dans l'obscurité totale, un bruit de chaîne claquant le sol se fit entendre. Un bruit terrifiant. Les autres comprirent instantanément que ce n'était pas une plaisanterie. Mais le temps de comprendre ça, le grincement d'une vieille porte en bois se fit entendre, suivi des mêmes bruits de pas que la dernière fois. Mais il y avait quelque chose de différent cette fois-ci. Il n'y avait pas un, mais bien 2 individus qui se rapprochaient d'eux, toujours avec ce bruit terrifiant de chaînes en métal qui frappait le sol. Ils comprirent donc que, par un moyen inexpliqué, ils les avaient vus et s'approchaient d'eux. Ils abandonnèrent alors toute idée de se battre et partirent en courant du plus vite qu'ils purent. Dans la panique la plus totale, le plus grand d'entre eux partit à une vitesse impressionnante. Il avait disparu dans le noir pour rejoindre ceux qui n'étaient pas venus. Au même moment, 2 énormes spots de lumière éclairèrent tout le chemin. Pris de panique, il lança de toutes ses forces son panneau stop sur eux en espérant les ralentir, mais cela n'avait pas marché. Ils donnèrent tout ce qu'ils pouvaient pour courir le plus vite possible, et après avoir eu l'impression de courir des heures, ils arrivèrent enfin à la maison. 3 d'entre eux étaient arrivés avant eux et eurent le merveilleux réflexe d'éteindre toutes les lumières de la maison. Ils se cachèrent tous derrière un muret de son jardin et attendirent de très longues minutes. Sa maison était située dans une petite impasse elle-même reliée à une rue, et elle était la seule à se trouver dans cette minuscule impasse. Et petit détail important, pour arriver à cette maison, il y avait du gravier. Malheureusement, après facilement 30 minutes à attendre dans le noir, ils entendirent tous des bruits de pas dans le gravier se trouvant en face de la maison, suivis de bruits de son portillon en train de s'ouvrir. Les 2 individus étaient rentrés dans le jardin. Dans l'immense silence, l'un d'entre eux a pété. Par chance, ils ne l'ont pas entendu, mais ils ont bien cru mourir à cause d'un paix. Désolé, c'est pas drôle, mais bon, enfin si, c'est un peu drôle quand même. Sachant que s'il est là pour nous la raconter, c'est qu'il est vivant, donc tout va bien. Mais cette petite anecdote là, le truc de paix là, ça a failli me tuer là. Puis finalement, les 2 individus ont fini par partir et ils sont restés cachés derrière ce muret toute la nuit. Le lendemain matin, traumatisés par les événements de la nuit, ils avaient prévenu la mère de l'un d'entre eux qui se trouve être gendarme. Elle a donc envoyé une équipe inspecter les caravanes dans l'après-midi. Mais plus rien. Aucune trace de vie n'a été retrouvée dans la caravane. Quelques jours après les événements, la police locale a trouvé le cadavre d'une femme portée disparue dans un puits se trouvant à une centaine de mètres de la caravane. Est-ce une coïncidence ou quelque chose d'horrible aurait-il pu leur arriver cette nuit-là? Ils ne le sauront malheureusement, pas malheureusement, plutôt heureusement, jamais. Depuis, plus aucun événement n'a été signalé auprès de cet endroit qu'ils évitent au maximum. À part il y a quelques semaines où Maxence est passé à moto sur le chemin et raconte avoir vu un enfant courir autour d'un feu derrière la caravane. Ok. Alors, des personnes dangereuses auraient pu habiter dans ces caravanes et que leur serait-il arrivé s'ils avaient été attrapés? On ne le saura probablement jamais et encore une fois, tant mieux quelque part. En tout cas, j'en connais qui n'aiment pas trop ces histoires, non? On part maintenant, encore une fois, pour une histoire très courte, mais potentiellement très intéressante. Cette histoire, c'est celle de Johan, et elle lui est arrivée quand il était en 5e. En sport, pendant les explications de la prof, il discutait avec des amis. Il se fichait pas mal du cours. Et en parlant, l'une de ses amies leur a dit, en la montrant du doigt, « Regardez la porte, elle bouge toute seule !» C'était une porte qui menait dans une pièce où il rangeait des tables de ping-pong, filets de badminton, etc. Du coup, avec ses amis, ils se sont fait peur. Mais après, ils ont ri un peu car ils se sont dit que c'était peut-être juste un courant d'air. La porte s'ouvrait et se fermait, donc l'explication semblait plausible. Mais ils se sont ensuite rendus compte que depuis la salle, aucune lumière n'émanait, et que donc il n'y avait aucune fenêtre d'ouverte ou même de grille d'aération. Du coup, il le dit aux filles qui se rendent compte aussi, et là, ils se sont mis à bien flipper. Bref, à ce moment-là, ils doivent se lever pour reprendre le cours, mais lui décide de faire rouler exprès une pièce dans la salle pour aller voir. Il va dans la salle, cherche l'interrupteur, mais elle s'allume toute seule. Il se dit donc que ça doit être un détecteur de mouvement. Bref, il part, le cours continue, mais en réfléchissant, il se rend compte que la porte s'ouvre vers l'intérieur de la salle. Donc si la lumière est un détecteur de mouvement, elle devrait s'allumer. Il décide donc d'en parler avec ses meilleurs amis, car il n'est pas bien du tout, et ils sont en panique jusqu'à la fin du cours. Bref, le cours finit par se terminer, et avec ses amis, il décide de demander à la prof si la lumière est un détecteur de mouvement. Et elle leur répond non, il leur demande pourquoi ils disent ça, et il décide de tout expliquer à la prof, mais elle rigole juste et dit que c'est peut-être un fantôme. Très drôle. Voilà, du coup, ils ne savent pas ce qui s'est passé ce jour-là, mais en tout cas, la porte n'a jamais rebougé comme ça.
Et pour vous, pièce santé dans le gymnase de PS ou simple courant d'air? Ça laisse perplexe. Et aussi, pourquoi la lumière s'allumait toute seule du coup quand il est rentré, si ce n'est pas un détecteur de mouvement? En tout cas, je vous laisse me dire vos théories dans les commentaires. Et cette vidéo n'est toujours pas finie, et on part maintenant pour une histoire paranormale très étrange. C'est l'histoire de Lucas. Et voilà, il y a de ça 1 an, il travaillait en restauration. Il avait l'habitude le week-end d'aller chez sa grand-mère qui n'était pas loin de son travail pour faire une sieste entre les 2 services du midi et du soir. Il était particulièrement exténué ce jour-là par le service du midi, mais il n'arrivait pas à trouver le sommeil, car sa famille était dans une pièce pas très éloignée et qu'il parlait assez bruyamment. Il se rappelle avoir pris son téléphone et de l'avoir utilisé jusqu'à 17h pile, car c'était son réveil pour sa sieste. Il l'a décalé jusqu'à 17h30 et a essayé de dormir jusque-là. Il réussit à s'endormir et il fait alors un rêve, ou plutôt un cauchemar, car il se voit en train de manifester dans une ville avec beaucoup de monde. Il est accompagné de 2 femmes de 18-25 ans qu'il ne connaît pas et d'un bon ami. Finalement, la manifestation se passe assez mal et un mouvement de foule les fait monter dans une voiture où ils se retrouvent assis à l'arrière. Ils ne peuvent alors pas s'enfuir car ils sont entourés de monde. Des manifestants recouvrent la voiture avec une banderole blanche et ils ne peuvent plus voir par les fenêtres et le pare-brise car la banderole obstrue tout. Ils sentent ensuite que des personnes montent sur la voiture pour essayer de s'enfuir. Il se souvient ensuite que dans son rêve, des gens montaient sur la voiture pour essayer de s'enfuir, n'ayant pas le temps de la contourner car il y avait de plus en plus de personnes debout qui hurlaient et qui criaient en courant. Il y avait alors énormément de bruit dans son rêve, jusqu'à ce qu'il sente que le toit de la voiture était en train de s'affaisser, et que finalement, il se fasse écraser par le poids des personnes sur le toit. C'est à ce moment-là qu'il se réveille assez brusquement, avec son cœur qui battait très rapidement et les oreilles bourdonnant comme s'il était à plusieurs mètres sous l'eau. Il voit qu'une personne, dont il n'arrive pas à discerner clairement la silhouette à cause du fait qu'il était dans le noir, avec uniquement la lumière très légère qui arrivait à passer le volet, le réveille. Il pensait à ce moment-là que c'était sa sœur ou son neveu qui était dans la pièce avec sa grand-mère, qui était potentiellement venu le réveiller pour qu'il aille au travail. Mais finalement, cette ombre qui était au bord du lit et qu'il a supposé que c'était quelqu'un de sa famille pour le réveiller, s'éloigne vers la porte de la chambre et au bout de plusieurs secondes, disparaît au fur et à mesure qu'il cligne des yeux pour essayer de voir plus clair. À partir de ce moment, il prend son téléphone pour utiliser la lumière de l'écran et il voit qu'il est 17h04. Il s'est donc passé uniquement 4 minutes entre le moment où il s'est endormi et son réveil. Il se lève et va demander à sa famille si quelqu'un est entré dans la chambre et ils lui ont clairement dit non. Et ils nous expliquent qu'ils ne sont pas du genre à faire ce genre de blague. Un autre détail important, c'est que la porte était fermée quand il était couché et il ne l'a pas entendu s'ouvrir lorsque cette ombre est partie. L'ombre a clairement disparu et n'est pas passée par la porte. Il explique qu'il est quelqu'un de très rationnel, même s'il a déjà eu des expériences assez difficiles à expliquer. Il essaie toujours de trouver une explication sans rentrer dans les phénomènes d'esprit ou de fantômes. Mais il avoue que pour cette fois, il aimerait entendre ce que nous en pensons, que ce soit rationnel ou non. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez déjà eu des expériences similaires. Il a eu énormément de mal à dormir dans le noir pendant plusieurs semaines après ça. Maintenant ça va mieux, mais il y pense très souvent. Véritable traumatisme pour Lucas. Moi ça m'a donné des frissons en la lisant. Je flippe vraiment du paranormal et quand ça a l'air réel comme ça, je suis pas bien. Et vous avez flippé ou pas? On part maintenant pour la dernière histoire de cette vidéo. Un dernier thread long qui, j'en suis sûr, ne vous laissera pas indifférent non plus. Pour cette histoire, comme elle ne donne pas son nom, nous l'appellerons Camille. Elle explique que c'est une petite histoire qu'elle a vécue lorsqu'elle était étudiante. Elle l'a déjà racontée maintes fois à son entourage qui ne doit plus pouvoir l'entendre à force. Cela remonte donc à l'époque où elle était étudiante. Elle n'habitait pas encore avec son copain, ils avaient donc 2 studios-appartements différents. Le sien était en centre-ville, c'est-à-dire à côté de la fac, autant dire qu'elle squattait un max car 20 minutes de sommeil en plus le matin, elle kiffait ça. Bref, un de ces soirs, il décide de se faire livrer une pizza chez lui. Il habitait dans un petit immeuble où il n'y avait que 3 petits appartements, donc 3 locataires seulement, des étudiants ou des jeunes actifs, rien de plus classique. En bas de l'immeuble, il y avait une crêperie et le patron était adorable. Il se sentait super bien dans l'immeuble et en plus de cela, en sécurité car il fallait absolument un badge pour rentrer. L'interphone ne fonctionnait pas et le patron de la crêperie faisait une ronde lorsqu'il quittait son local le soir. C'est important de contextualiser car vous allez comprendre que le sentiment de sécurité est exactement ce qui a déclenché cette histoire. Donc ce copain va chercher des pizzas et les monte jusqu'au dernier étage où il habitait. Il mange, regarde un film et tout se passe bien. Il se couche juste après car lui comme elle ont des choses à faire le lendemain. Donc il monte sur sa mezzanine pour aller dormir, un espace de coin nuit dans son appartement où il faut prendre un escalier assez raide. Dans cet espace, il n'y a de la place que pour un matelas à 2 places et il n'est pas possible de s'y tenir debout.
Mais vers 3 h du matin, elle est réveillée par un flash de téléphone. Ce flash lui arrive en plein visage et elle ne se sent pas spécialement inquiétée au début. En fait, elle est complètement aveuglée par cette lumière et elle ne voit qu'une silhouette, mais instinctivement, elle ne se pose pas trop de questions. Puisque le plafond de la mezzanine est assez bas et l'escalier est très raide, elle se dit que son copain avait dû revenir des toilettes et n'avait pas voulu allumer la grande lumière pour la réveiller. En gros, dans sa tête, c'était clair comme de l'eau de roche. Elle tend ses bras vers cette silhouette comme pour lui dire « Viens te coucher et redormons ensemble confortablement ». Mais la silhouette ne bouge pas. Alors elle se dit bêtement que son copain n'a pas la place de venir dans le lit, vu que c'est du côté de l'escalier, et elle se recule dans le lit pour laisser la place. Et là, son sang se fige. En reculant dans son lit, elle se rend compte qu'elle vient de se coller contre le corps assoupi de son copain. Donc la silhouette dans l'escalier qui ne bouge pas, flash à la main, n'est pas son copain. Hop, des petits frissons. Il y a plein de choses qui se passent dans sa tête à ce moment-là. Elle se dit, et si je le pousse? Et ce n'est pas la bonne solution. Le mec s'éclaterait juste la tête et il pourrait mourir. Et vous imaginez vous faire réveiller par un inconnu qui tombe et s'éclate le crâne dans votre appartement? Horrible. Elle commence à monter en pression, mais de la même façon, elle s'interdit de réveiller son copain dans les cris. Elle ne veut pas faire de cette nuit le pire souvenir de sa vie. Ça l'est déjà, je pense. Cependant, elle n'arrive plus à gérer seule et a besoin d'aviser avec son copain. Elle a besoin que les choses changent avant que ça devienne dangereux. Ça l'est déjà, je préfère préciser. Pour ne pas se faire repérer par la silhouette, elle met un coup de poing à son copain sous la couverture, pour être sûre de le réveiller. Finalement, elle arrive à le réveiller en lui mettant ce coup de poing, mais elle a l'impression que les secondes qui passent pour qu'il se réveille et prenne conscience durent des heures. Et lorsque son copain prit conscience de ce qui se passait, il se mit à hurler à l'inconnu de s'en aller. Celui-ci mit quelques secondes avant de partir et descenda calmement les escaliers et resta debout dans le salon. Son copain réitéra et ils l'ont entendu petit à petit partir du salon. Mais aucune certitude que leur cher inconnu s'était effectivement barré totalement de l'appartement. Camille appelle alors la police, effrayée, son copain avait perdu tout son sang-froid et pleurait alors de peur. Pendant son coup de fil, elle inspecte les lieux, l'inconnu était bien parti et aucun vol n'avait été fait. Leur portefeuille qui était en évidence n'avait pas été touché, leur PC, objet cher, bref, rien n'avait disparu. Aucun vol de couteau non plus dans la cuisine, et pas de traces d'effraction. Ils avaient, en fait, juste oublié de verrouiller la porte. Ils ne comprennent pas pourquoi il était là. Ils ne comprennent pas ce qui l'a poussé à rester ici et à les observer dormir. La police vint mais n'a pas pu faire grand chose pour eux malheureusement. Pas de traces d'effraction, ils n'ont pas vu le visage de l'homme, et pas de vol, et pas d'agression. Voilà, donc pensez à bien fermer votre porte. Si elle avait une morale à enseigner, c'est que même si ce n'est pas chez vous, comme c'était son cas, ne vous sentez pas gêné de vérifier la porte. Elle a toujours été une toquée des clés, mais elle ne s'est jamais sentie légitime de vérifier chez les autres. Autre morale, c'est quand vous vous sentez trop en sécurité que vous ne prenez plus le soin de penser au danger. Rappelez-vous que malgré toutes les sécurités du monde, le risque zéro n'existe pas. Et oui, restez vigilants. Après ça, elle n'était plus la seule toquée des clés. Ils sont maintenant 2 à l'être. Tu m'étonnes. Le temps a fini par calmer les angoisses, mais les premières nuits après l'incident, elle avoue qu'ils avaient parfois l'impression de se réveiller avec le flash dans les yeux. En même temps, vrai traumatisme. Qu'est-ce que ce mec foutait là, quoi? Leur flasher la gueule. Bon, après, il leur est rien arrivé, mais ça fait clairement flipper. Alors, laquelle de ces histoires avez-vous préférée? Moi, j'ai besoin de plus de réflexion, mais je vous la dirai en commentaire quand cette vidéo sortira. Entre le paranormal, les gens bizarres et dangereux et les phénomènes inexpliqués, ça fait un paquet de trucs pour flipper. En tout cas, moi je vous dis à demain, comme chaque jour, pour une nouvelle vidéo horrifique, en short ou en long format. Bisous la famille. Kiss.